Bonjour à toutes et à tous. C'est en direct depuis la salle royale du Palais apostolique au Vatican que nous nous retrouvons en cette fin de matinée pour la cérémonie de la remise au pape François du prix Charlemagne dont il est le lauréat pour l'année 2016. Le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle est l'une des reconnaissances les plus prestigieuses de l'Europe, une récompense qui rend hommage à l'engagement en faveur de l'unification européenne. De nombreuses personnalités présentes ce matin en cette salle Regia, la salle royale du Palais apostolique. Pour l'occasion, en effet, plusieurs responsables et dignitaires européens sont en visite au Vatican. Le ministre numéro 3 du gouvernement français, la ministre Najat Vallaud-Belkacem, représente la France pour cette occasion. Présence de la chancelière allemande Angela Merkel, ancienne lauréate du prix, et présence de la présidente lituanienne Dalia Grybauskaite. À noter également la présence du roi d'Espagne Felipe VI et puis bien sûr du président du Conseil italien Matteo Renzi. Toutes ces personnalités devraient, on en a aperçu certaines, mais devraient être présentes en cette salle royale. Et puis, bien évidemment, donc, comme je vous le disais, présence des responsables des institutions européennes, les 3 présidents des institutions européennes, le Polonais Donald Tusk, président du Conseil européen, l'Allemand Martin Schulz, président du Parlement européen et lauréat du prix en 2015, et présence du luxembourgeois Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Tous 3 réunis déjà hier pour un débat, un colloque avec Matteo Renzi, à la veille donc de cette remise solennelle du prix Charlemagne au pape François. Là, nous les apercevons à l'instant. Voilà, Martin Schulz à droite. Et puis, il y a quelques instants, et c'est pourquoi nous l'attendons, le pape recevait préalablement en audience privée conjointe ces 3 présidents des institutions européennes. Un mot sur le déroulement de cette cérémonie de remise du prix. Elle devrait débuter donc dans un instant après l'entrée du Saint-Père par les interventions du maire d'Aix-la-Chapelle et du docteur Jürgen Linden de la Fondation Charlemagne. Ensuite aura lieu la remise du prix, proprement dite. Et puis suivront les discours respectifs des 3 présidents des institutions européennes. Et enfin, l'allocution du Saint-Père. Rappelons que le prix remis aujourd'hui au Saint-Père lui a été attribué le 23 décembre dernier. Et après Jean-Paul II en 2004, eh bien, le pontife argentin sera le 2e pape à recevoir ce prix qui est traditionnellement décerné dans la ville d'Aix-la-Chapelle et généralement le jeudi de l'Ascension. La ville d'Aix-la-Chapelle, évidemment, berceau de l'empereur carolingien. La récompense comprend une somme symbolique de 5 000 € et une médaille dont l'une des faces représente Charlemagne, donc l'empereur franc du 8e siècle, qualifié de père de l'Europe. Charlemagne, sur cette représentation, est assis sur son trône.
Et puis sachez qu'en précisant les raisons de son choix, le comité directoire du prix saluait notamment l'intervention du pape François devant les institutions européennes lors de sa visite à Strasbourg en 2014 et rendait hommage à la contribution du pape pour l'accueil des migrants, la solidarité et le souci de l'environnement. En ces temps où de nombreux citoyens en Europe cherchent une orientation, Sa Sainteté le pape François envoie un message d'amour et d'encouragement, a déclaré alors le comité directoire du prix. Voilà l'arrivée d'Angela Merkel dans les couloirs du palais apostolique pour rejoindre la salle royale. Voilà la chancelière allemande qui salue les 3 présidents des institutions européennes. Ainsi que la présidente lituanienne Dalia Grybauskaite. Et vous apercevez, juste à droite de l'écran, vous aperceviez le président du Conseil italien, Matteo Renzi. Présence également, vous le voyez, de nombreux cardinaux pour cette occasion, dont évidemment le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin. Puis sachez que le pontife argentin, le pape François, qui refuse d'ordinaire les récompenses, a accepté ce prix dédié à des personnalités donc engagées pour l'unification européenne, pour encourager le rôle de l'Europe pour la paix dans le monde. C'est ce qu'expliquait le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège. De son côté, dans l'Osservatore Romano, Annette Chavan, ambassadrice d'Allemagne près le Saint-Siège, a estimé que la remise de ce prix européen au pape permettrait d'empêcher le vieux continent, disait-elle, de devenir la proie des égoïsmes nationaux.
Voilà, de gauche à droite, au premier rang, là, vous avez le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et à ses côtés, Donald Tusk, président du Conseil européen, le polonais, et avec la barbe, Martin Schulz, président du Parlement européen, lauréat du prix Charlemagne en 2015. Mais voici donc que le Saint-Père fait son entrée dans la salle royale du palais apostolique. Voilà, le Saint-Père arrive dans cette salle royale. Sachez que le pape François va prononcer ce matin un discours très attendu, discours que le pape avait évoqué devant les journalistes du Corriere della Sera début février, en promettant que ce discours serait plein d'affection pour l'Europe, qui possède, disait-il, une histoire unique et qui a eu et peut encore avoir un rôle fondamental, disait le pape. Dans les moments les plus sombres, l'Europe a montré qu'elle avait des ressources insoupçonnées, constatait encore le chef de l'Église catholique. Voilà, et c'est maintenant donc le discours de bienvenue de Marcel Philippe, maire d'Aix-la-Chapelle, qui était assis, vous l'avez vu, à la gauche du Saint-Père. Heiliger Vater, verehrte Festgäste. Saint-Père, très chers invités, ces 10 dernières années, le prix international à Charlemagne d'Aix-la-Chapelle a été à plusieurs reprises la plateforme pour des initiatives en faveur de l'unification de l'Europe.
l'attribution du prix a été encouragée dans des moments de crise de la politique européenne, et il y en a eu beaucoup. La situation actuelle, toutefois, semble particulièrement difficile et le terme Europe vient désormais prononcé en concordance avec la parole crise. Où en sommes-nous du renforcement de l'unité dans la diversité? Où allons-nous dans cette direction ou dans une autre direction opposée? Sur les fronts de la migration, de la sécurité et des valeurs européennes, sommes-nous en train de briser les égoïsmes nationaux? Et donc, nous avons une préoccupation profonde de veiller à la cohésion européenne aujourd'hui. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui en cette salle royale du Palais apostolique au Vatican. Nous, l'association pour l'attribution du prix international Charlemagne. Avec de nombreux habitants d'Aix-la-Chapelle, nous avons d'illustres invités d'honneur et des invités européens. Nous sommes heureux de pouvoir ici lancer un signal fort en faveur des fondements moraux de l'Europe, des valeurs humaines. Et nous sommes ici aussi sur ce continent dans lequel la confiance, le respect et la miséricorde ne doivent pas perdre de leur valeur. Au nom de tous les invités, aujourd'hui, à cette cérémonie, je salue le Très Saint-Père avec une salutation cordiale et je le remercie de nous avoir permis de nous réunir ici pour l'attribution du prix international Charlemagne 2016. Und unser herzlicher Gruß gilt dem Ministerpräsidenten der Republik Italien, Herrn Matteo Renzi. Je salue de façon particulière le président de la République italienne. Ein besonderer Gruß gilt weiteren anwesenden Karlspreisträgern vergangener Jahre sowie Mitgliedern verschiedener Parlamentspräsidien und Regierungsinstitutionen, allen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages und des Landtags Nordrhein-Westfalen. Je salue aussi le président du Parlement européen, Martin Schulz, le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Nous nous réjouissons beaucoup de la présence du roi d'Espagne, Sa Majesté Philippe VI, Son Altesse royale, le Grand-Duc Henri du Luxembourg, et du président de la République de Lituanie. Je suis aussi particulièrement heureux de saluer aussi tous les autres politiciens qui sont ici. Je salue particulièrement la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. Frieden und Zusammenhalt in Europa, das ist die Jahrhundertaufgabe, die sich so viele nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs verdient haben. Permettez-moi aussi de saluer de façon particulière tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis la salle du couronnement à Aix-la-Chapelle. Aujourd'hui, l'antique résidence impériale de Charlemagne et le Vatican sont unis par un lien très étroit. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie d'attribution du prix Charlemagne pour nous tous. C'est un moment extraordinaire. Établir la paix et la cohésion en Europe, c'est le devoir du siècle pour lequel tant de personnes ont travaillé après toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de cette attribution du prix international Charlemagne, les habitants d'Aix-la-Chapelle ont voulu, de façon particulière, célébrer ces personnes et les encourager à persister dans leurs efforts. Le succès de l'unification européenne est notable. 70 ans de démocratie et de paix
nous ont rendus forts pour affronter les défis communs à travers des structures communes. La force économique et le standard de vie sont en grande partie mis en valeur pour cette construction européenne. Quelquefois, nous nous sentons aussi impuissants. Là où il y a des actions très concrètes, les grandes orientations du développement européen apparaissent souvent compliquées pour certains et quelquefois elles peuvent se permettre d'être plus faciles. Ici à Rome, en 1957, avec le traité de Rome, il a été posé une première pierre sur la voie de l'unification européenne. Déjà à l'époque, on parlait de grande crise et de la crise des efforts directs dus à une communauté européenne qui était en défense. Les erreurs autrefois allaient ici et là, et la communauté européenne avait pour mission de pouvoir pallier à ce manque d'unité. C'est pourquoi l'attention vers une coopération économique s'est développée et l'unité européenne a pu se faire d'abord à travers les pays fondateurs. La crise a été ainsi l'occasion de se retrouver en soi, une Europe forte. Et cela a été possible grâce au travail de la Grande-Bretagne. Toutefois, la Grande-Bretagne avait décidé de se retirer à l'époque, mais elle a pu revenir depuis. Après, nous avons signé plusieurs traités au palais sénatorial où nous avons pu constituer la communauté économique européenne et de l'Euratom. Aujourd'hui, la coopération économique et l'institution de structures communes continuent à avoir un rôle décisif. Ainsi, nous continuons à avoir une ligne commune et malgré les crises du monde, nous pouvons travailler ensemble, même sur le thème de la migration. Nous devons travailler à trouver des solutions ensemble pour pallier les manques que nous avons aujourd'hui. Nous devons prendre conscience des valeurs européennes et des enseignements que l'histoire nous donne, particulièrement sur un continent qui a été traversé par les guerres. Les valeurs que nous essayons de recouvrir et de renforcer sont essentiellement des valeurs chrétiennes. L'érosion du fondement culturel et moral de l'Europe est alarmante. Nous aurions pu nous en rendre compte depuis longtemps. Les slogans d'extrême droite et des expressions de réinitialisation font de l'espace dans le cœur de la société. Nous voyons de nombreuses mutations dans la confrontation des médias, que les médias aussi nous apportent à voir. Nous ne pouvons pas ignorer la réalité. Le modèle de consommation de la riche Europe est honteuse et la mondialisation frappe à notre porte. Quelquefois, quand nous parlons de cette globalisation, nous en avons peur et nous y voyons aussi des exodes, des pauvretés, la faim, la maladie, la guerre et la mort. C'est le visage d'un être humain que nous sommes en train de voir à travers les médias. Ce sont les visages de beaucoup d'êtres humains. Se masquer
Le visage n'est plus possible. L'Europe doit faire face à sa responsabilité globale. Cela ne signifie pas être en mesure de résoudre tous les problèmes du monde ou être responsable pour tout. Cela signifie vivre le principe de l'humanité. Cela déjà est une mission très importante qui ne sera possible que si nous unissons nos forces. Les familles qui sont seules unissent leurs forces. Les villes unissent également leurs forces. L'Europe va se faire seulement si nous unissons nos forces, ou sinon nous ne ferons pas l'union. En disant cela, que ferons-nous? Sommes-nous suffisamment forts, suffisamment unis, suffisamment humains? Est-ce que la situation actuelle est contrôlable? L'Europe a montré à plusieurs fois que nous avons pu dépasser les crises. Le plan de contrôle de cette crise consiste dans la stabilité des valeurs, lesquelles sont reproductibles en chacun d'entre nous. Vu le difficile chemin que l'Europe est appelée à parcourir, le pape François représente une grande opportunité. Le Saint-Père regarde l'Europe avec des yeux de l'hémisphère sud, mais aussi comme le grand pasteur de la communauté mondiale de l'Église catholique, qui a une vision de notre continent particulière. Nous y voyons dans l'Europe de grandes contradictions. Le message chrétien est pour lui tant important, tant l'ouverture au dialogue interreligieux. Un cadeau particulier a été fait particulièrement avec cette année sainte, l'année de la miséricorde, élément qui unifie la foi chrétienne, hébraïque et musulmane. Aujourd'hui, nous constatons comme l'erreur d'interprétation et l'instrumentalisation des religions de la part des extrémismes et qui cause la souffrance. Malheureusement, beaucoup se laissent attirer par des doctrines absurdes de salut qui poussent la violence à l'extrême. Ces problèmes ne sont pas à résoudre avec la réorganisation des structures de l'État, mais en ayant plus l'attention envers les personnes. En Europe, nous avons besoin d'une réorganisation, d'un nouveau commencement. Et voilà donc pour cette première intervention, le discours donc de Marcel Philippe, maire d'Aix-la-Chapelle. C'est maintenant la lecture de la décision de la remise du prix Charlemagne par le docteur Jürgen Linden de la Fondation Charlemagne. Im Jahre 2016 mit dem Internationalen Karlspreis auszeichnen zu dürfen. Sie sind eine Stimme des Gewissens, eine Stimme, die uns mahnt, bei all unserem Tun den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Sie sind eine herausragende moralische Autorität, die uns daran erinnert, dass wir in Europa den Auftrag und die Verpflichtung Saint-Père, le comité directif de l'association pour l'attribution du prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle est très honoré de pouvoir vous attribuer ce prix. Sa sainteté est une voix de conscience qui nous sollicite pour mettre l'homme toujours au centre de nos œuvres. En tant que très haute autorité morale, nous rappelons, comme intervenants et médiateurs, qu'en Europe, nous avons la mission et le devoir, selon les idéaux des pères fondateurs, de donner une réalisation concrète des principes de paix et de liberté, de droit et de démocratie, de solidarité, de protection de la création. C'est pour cela que l'attestation dit
le 6 mai 2016, en Vatican, à Rome, Sa Sainteté le pape François a reçu le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle en hommage de son extraordinaire action en faveur de la paix, de la compréhension, de la miséricorde dans une société européenne des valeurs. Le texte reporté sur la médaille dit « Prix Charlemagne d'Aix-la-Chapelle 2016, Pape François, Europe, une société de valeurs ». Que le Saint-Père nous donne le courage et la force pour faire nouvellement de l'Europe ce rêve que nous avons osé rêver ces 60 dernières années. Voilà, donc après cette lecture de la décision, de la remise du prix, bien c'est maintenant la remise de ce prix décerné au pape François conjointement par Marcel Philippe, maire d'Aix-la-Chapelle, et le docteur Jürgen Linden de la Fondation Charlemagne. Voilà, précisons et rappelons donc qu'avec cette attestation du prix est aussi remise la médaille qui représente l'image de Charlemagne sur son trône. Voilà, nous écoutons maintenant le discours de Martin Schulz, président du Parlement européen. Très Saint-Père, chers invités, pour moi c'est un grand honneur de pouvoir intervenir dans la salle royale du Vatican à l'occasion de l'attribution du prix Charlemagne à Sa Sainteté le pape François. Ce prix Charlemagne est un prix des habitants d'Aix-la-Chapelle, ville qui se trouve dans la région où est né, aux confins de l'Allemagne, dans les Pays-Bas et de la Belgique, Charlemagne. À cette époque de notre continent dévasté et signé par la guerre, il y avait de grandes crises et de grandes difficultés. Même les habitants d'Aix-la-Chapelle avaient décidé ainsi d'instituer le prix Charlemagne pour promouvoir un processus d'unification pacifique de l'Europe. Le fait qu'aujourd'hui, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk et moi, président des 3 institutions de l'Union européenne, à qui nous avons aussi reçu ce prix Charlemagne, nous sommes tous réunis pour lui rendre hommage en montrant la force et notre proximité grâce à ces valeurs des habitants d'Aix-la-Chapelle. L'Europe est en train de traverser une période difficile et doit affronter des situations où nous devons prendre des décisions importantes pour notre unité. Jamais comme aujourd'hui, nous avons eu autant d'habitants courageux qui travaillent à l'unification européenne. Nous avons de nombreuses personnes qui essayent de bouger les consciences et qui essayent de nous rappeler combien il est important la paix, la solidarité, le respect réciproque, la nécessité de renforcer ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. C'est justement ce message que aujourd'hui le pape François vient donner. Et c'est pour cette raison que vous recevez le prix Charlemagne. Je voudrais vous remercier, très Saint-Père, avec tout mon cœur. Frieden, Solidarität und gegenseitiger Respekt. Dass es wirklich wichtig ist, zu vertiefen. Nicht das, was uns trennt, sondern zu vertiefen, was uns eint. Genau für diese Botschaft wird heute seine Heiligkeit Papst Franziskus, Argentin, fils d'immigrés italiens, avec une attitude humble et chaleureuse qui réussit à conquérir la sympathie des personnes d'aujourd'hui qui sont dans la foi. Vous êtes un pape qui regarde l'Europe d'une manière
très intelligente. Quand vous affirmez que l'Europe défend l'homme, est un précieux point de référence pour toute l'humanité. Sa sainteté nous renvoie à nos propres valeurs européennes et donc à nous-mêmes, à l'esprit humanistique européen. En Europe, nous avons fait nôtre la mission en faveur de la dignité humaine en abandonnant de façon consciente le totalitarisme qui, dans la première moitié du XXe siècle, a porté les hommes à s'affliger dans des peines inimaginables, à réduire les cendres de leurs maisons et à démembrer leurs familles, à emprisonner, à torturer, à tuer d'autres hommes. Cela a été une page noire de l'histoire de l'homme dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais dans cette deuxième partie du XXe siècle, nous avons vu la lumière, d'abord dans l'Europe occidentale, grâce à la démocratie, l'état de droit, la liberté d'opinion, la coopération entre les peuples, malgré les frontières. L'intégration européenne se fonde sur la conscience que quand dans le passé nous nous sommes battus, nous pouvons désormais travailler ensemble pour l'unité. Et cela nous est un grand bénéfice. Toutefois, aujourd'hui, nous risquons de dissiper cet héritage parce qu'il y a des forces centrifuges, des crises tendent à nous diviser plutôt qu'à nous unir de façon étroite. Les égoïsmes nationaux, la renationalisation et les particularismes nationaux se développent davantage. Nous n'avons pas de doute pour ce qui regarde la question de l'immigration. Nous sommes devant un nouveau défi de notre époque. C'était depuis la Seconde Guerre mondiale que nous n'avions pas vu autant de personnes en fuite dans tout le monde. Même certains profitent de la situation pour inviter à la peur au lieu de chercher des solutions. La peur est compréhensible, mais en politique, c'est une conseillère mauvaise. En oubliant complètement l'histoire, 25 ans après la chute du rideau de fer, certains veulent construire en Europe des nouveaux murs, mettant bas toutes ces initiatives d'unité que nous avons réussi à faire pourtant ces dernières années, grâce à la liberté de circulation. Les personnes qui fuient la brutalité de l'État islamique et des bombes de Assad ne s'arrêteront pas, bien sûr, face à des murs que nous construisons. Nous ne pouvons pas nier la réalité. Nous ne devons pas nous affirmer et répandre des erreurs, mais plutôt nous devons répandre notre extraordinaire modèle de société dans un monde toujours plus globalisé. Messieurs, mesdames, je désire vous le dire clairement. L'Europe est en train de traverser une crise de solidarité et de valeurs communes sur lesquelles nous sommes en train de vaciller. C'est pourtant le moment de lutter pour l'Europe. Tous les Européens sont appelés à se mobiliser en faveur de l'Europe.
pape François. Nous avons l'espoir que notre réussite puisse aboutir quand vous affirmez que les difficultés peuvent devenir promotrices puissance d'unité. Pendant votre visite en Grèce, à Lesbos, vous nous avez donné la protection du Vatican, vous avez donné la protection à 3 familles syriennes, nous montrant, particulièrement au chef du gouvernement, qui refuse d'accueillir des réfugiés musulmans dans nos pays chrétiens, ce que c'est la solidarité et l'humanité. Et quand je vois les dizaines de milliers et forcément des centaines de milliers de volontaires qui, à Lesbos, Lampedusa, Monaco et dans d'autres villes, affrontent la faim, la soif, vêtus de couverture, des femmes et des enfants qui fuient la guerre et qui cherchent dans l'Europe une protection, je n'ai pas raison de m'angoisser pour le futur de l'Europe, parce que ces personnes incarnent les valeurs européennes de justice, de solidarité et de respect de la dignité humaine et montrent aux réfugiés et au monde entier le visage de l'Europe humaine. Europas gutes Gesicht, Europas menschliches Gesicht. Voilà pour cette intervention donc de Martin Schulz, président du Parlement européen, avec ses mises en garde après cet historique. C'est maintenant le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui s'adresse au Saint-Père et à l'Assemblée. Très Saint-Père, en accueillant 12 réfugiés, en proportion à la population vaticane, plus que n'importe quel État de l'Union européenne, vous nous avez redonné courage. Vous nous avez démontré concrètement que la solidarité et l'amour pour le prochain ne sont pas seulement des paroles, mais des valeurs qui renouvellent continuellement un devoir et un comportement et notre action. C'est pourquoi vous mettez en nous, à la suite de l'illuminisme, des attentes encore plus grandes, justement. C'est pourquoi l'Europe est plus qu'une articulation d'institutions, des indicateurs ou un processus, plus qu'une communauté et une finalité économique. L'Europe est, à mes yeux, l'union des forces pour l'humanité et pour une paix qui commence chaque jour. L'Europe, c'est le jeune qui étudie dans un autre pays grâce à Erasmus. C'est la chercheuse qui travaille dans un réseau européen de sciences. C'est celui qui entreprend de faire des affaires dans toute l'Union européenne. Cette collaboration entre les personnes qui dépassent les frontières nous unit les uns aux autres dans une trame toujours plus forte vers une paix qui va au-delà de toutes nos différences. Parce que nous avons ainsi la capacité de collaborer en dépassant nos divisions. Vous nous enseignez, Saint-Père, la force particulière de l'Europe. Et nous faisons de vos paroles un trésor. Cette force, nous pouvons la mettre à bénéfice d'une façon encore meilleure, de façon encore meilleure que nous ne l'avons déjà fait. J'ai appris depuis que je suis petit que la paix est toujours coûteuse. Mon père devint un Européen convaincu parce que, après avoir subi en tant que personne la guerre, il ne voulait plus la guerre. C'est pourquoi l'intégration européenne va au-delà
de ce qui s'est passé dans notre histoire et au-delà de nos rapprochements pacifiques, même s'ils étaient importants. L'Europe, c'est le choix conscient de l'expérience opposée que nous avons vécue et subie lors des guerres du siècle passé et qu'avait vécu mon père. L'Europe est une profession vivante de la dignité humaine, du vivre ensemble entre les hommes et la paix sociale. Dans la vie de tous les jours, nous risquons quelquefois d'oublier la valeur de cette conquête. C'est pour cela que j'apprécie beaucoup, très Saint-Père, que vous appeliez notre conscience pour que nous puissions et que nous devions démontrer la hauteur de notre responsabilité et profiter davantage de nos énormes potentialités pour les réfugiés, pour la justice sociale, pour l'harmonie entre les hommes et les peuples. Surtout à une époque qui nous voit confrontés à tant d'épreuves, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La force que nous avons les uns les autres. Dans l'encyclique Laudatio Si, vous y écrivez qu'on ne peut construire un meilleur avenir sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus. Et aux attentats terroristes de Bruxelles, vous opposez un geste de fraternité en lavant les pieds de migrants de confessions différentes. À chaque fois, vous nous rappelez que la vocation de la construction européenne reste d'être une œuvre pacificatrice pour l'Europe elle-même et au-delà, car la misère du monde ne peut pas nous laisser indifférents. La misère du monde, c'est notre affaire, c'est aussi notre affaire. Un monde plus stable présuppose une Europe plus forte. Cela ne fut jamais et ne sera jamais facile, mais nous retrancher dans nos petites zones de confort n'est pas une solution. Retrouvons donc le courage de nos prédécesseurs, le courage d'affronter les difficultés pour les vaincre, celui de ne pas subir l'histoire, mais de faire l'histoire, d'en être les architectes, les artisans, les constructeurs. Audaces fortuna juvat, nous le devons aux jeunes Européens. Je connais la générosité des jeunes, la force de leur volonté. Il faut écouter et entendre tous les jeunes qui n'ont pas connu la guerre, mais qui sont aujourd'hui témoins et souvent victimes de la haine destructrice de l'autre. Ils doivent dire non à l'intolérance, au racisme, au rejet de l'autre. Ils doivent dire oui à notre façon de vivre ensemble, à nos sociétés démocratiques, libres, multicolores, à nos démocraties qui évoluent dans une Europe qui doit être plus sociale. Nous fêtons le 125e anniversaire de Rerum Novarum ces jours-ci. Oui à une Europe plus solidaire et plus respectueuse des plus faibles. Les autres continents, très simples, nous observent et très souvent ne comprennent pas nos doutes, nos hésitations, nos interrogations, ne comprennent pas certains qui, en Europe, mettent en cause les fondements mêmes de l'intégration européenne. Les autres continents ne comprennent pas le déferlement des populismes pernicieux et stupides qui risquent de défaire et d'abattre l'Europe, cette Europe si patiemment construite, pas par pas, conviction par conviction, au cours des décennies qui furent. L'Europe et son unification vous sont très chers, très Saint-Père, je le sais. Continuez à nous encourager de réunir dans un nouvel élan nos imaginations, nos talents, nos énergies pour faire ou refaire de l'Europe un modèle à suivre. Hélas, pour parfaire la construction de l'Europe, il faut patience et détermination. Il faut cette patience, cette détermination dont ont besoin les grandes ambitions et les longs trajets. Très Saint-Père, à mon tour, vieux Européen que je suis,
vieux, mais pas démodé, résolument moderne parce que, tournant le regard vers l'avenir, inspiré par vos paroles et par vos actes, je félicite de tout cœur et plein d'espoir de l'attribution du prix Charlemagne 2016. Muchas gracias, mille grazie, bedankt, obrigado. Voilà, intervention de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Nous écoutons maintenant Donald Tusk, président du Conseil européen. Saint-Père et chers invités, la politique et la religion, dans leur dimension plus profonde, ont un objectif commun en ce monde. Et un tel objectif n'est pas, comme beaucoup le voudraient, de pouvoir être un pouvoir sur les hommes. L'objectif commun est de mettre une limite au mal et à la souffrance. Comme l'a écrit Simone Weil, un pauvre est placé au milieu du chemin, quasi mort de faim. Dieu a pitié de lui, mais ne peut lui envoyer le pain. Mais un autre homme se trouve là, et par hasard, ce n'est pas Dieu. Lui peut donner un morceau de pain. Et là, il a un point de supériorité sur Dieu. Seulement d'autres hommes peuvent nourrir un homme. Même les religieux et les politiciens, chacun à sa manière et à son propre prix. C'est pour cela que j'ai embrassé avec beaucoup de joie la vision de l'Église, que l'Église offre, une Église qui, en reprenant vos paroles, est un hôpital de campagne plutôt qu'une forteresse. Je suis profondément convaincu qu'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, pleins d'incertitudes, avec les grands changements et les défis dramatiques, tous les croyants et non-croyants ont besoin d'une Église inclusive et non exclusive. Une Église qui renonce à l'opulence pour soutenir les pauvres, une Église radicale dans l'amour qui laisse à Dieu la mission de juger. Une Église qui a confiance dans les hommes et dans leur liberté et non pas dans l'omnipuissance des institutions. Une Église qui, sans condamner, porte l'espérance à des vies qui sont détruites. Une Église qui inspire seulement des sentiments positifs et jamais la peur, la colère ou le dédain. Cela, c'est l'Église dont nous avons besoin aujourd'hui. Saint-Père, je suis convaincu qu'à l'occasion de votre première visite en Pologne pour rencontrer les jeunes de tout le monde, vous connaîtrez une grande chaleur et une grande hospitalité dans mon pays. La Pologne est et demeurera toujours en Europe. Cela est hors de discussion. La demande que le Saint-Père nous adresse est comment devrait être l'Europe. Elle devrait être passionnée et altruiste ou impénétrable et égoïste. Elle est construite sur des principes profondément chrétiens, des droits humains, des libertés civiles et du respect pour chaque être humain, ou sur le culte païen de la violence et du mauvais esprit. Nous avons été et nous serons européens. Je ne voudrais pas que cela soit une déclaration de nature géographique et exclusivement politique. Je parle surtout d'une déclaration axiologique et métaphysique. Dans un certain sens, l'Europe est un article de foi. Pourquoi devrons-nous être orgueilleux de l'Europe ? Parce que l'Europe mérite notre sollicitude.
Cela est nécessaire pour notre protection et notre défense. Parce qu'ici, l'esprit d'amour et de liberté est encore présent. Pardonnez-moi de faire cette emphase, mais la solennité de cette cérémonie m'y invite. Nous pouvons être orgueilleux de l'Europe, Saint-Père, parce que l'Europe continue à nous rassembler. Si nous devons arrêter de nous rassembler les uns les autres et de nous réunir, nous serions réduits seulement à un terme géographique et un vide politique. It is because the spirit of love and freedom is still present here. Please forgive me the perhaps exaggerated phrase, but let the solemn character of this ceremony be my excuse. We can be proud of Europe because, Holy Father, Europe still resembles you. If it stops resembling you, it will be reduced to a mere geographical term and a political void. Simply speaking, Holy Father, you are the Pope of hope for all of us. Thank you. Voilà pour la dernière intervention des responsables des institutions européennes avec donc celle de Donald Tusk, président du Conseil européen. Et c'est maintenant au tour du Saint-Père de prendre la parole dans cette salle royale du Palais apostolique après avoir reçu ce prix Charlemagne, ce prix international. Illustri ospiti, vi porgo il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio. Honorables invités, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence. Je suis reconnaissant en particulier à messieurs Marcel Philippe, Jürgen Linden, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk pour leurs aimables paroles. Desidero ribadire la mia intenzione di offrire il prestigioso premio. Je voudrais redire mon intention de dédier le prestigieux prix dont je viens d'être honoré à l'Europe. En effet, nous ne sommes pas en train d'accomplir un geste de célébration. Nous saisissons plutôt l'occasion pour souhaiter ensemble un élan nouveau et courageux à ce cher continent.
La creatività, l'ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti appartengono La créativité, le génie, la capacité de se relever et de sortir de ses propres limites caractérisent l'âme de l'Europe. Au siècle dernier, elle a témoigné à l'humanité qu'un nouveau départ était possible. Après des années de conflits tragiques qui ont abouti à la plus terrible guerre dont on se souvienne, est apparue dans l'histoire, par la grâce de Dieu, une nouveauté sans précédent. Les cendres des décombres n'ont pas pu éteindre l'espérance et la recherche de l'autre qui brûlait dans le cœur des pères fondateurs du projet européen. Ils ont jeté les fondations d'un rempart de paix, d'un édifice construit par des États qui ne s'étaient pas unis de force, mais par un choix libre. Par un choix libre du bien commun, en renonçant pour toujours à s'affronter. L'Europe, après tant de divisions, s'est finalement retrouvée elle-même et a commencé à édifier sa maison. Cette famille de peuples, admirablement agrandie entre-temps, dernièrement semble moins sentir comme siens les murs de la maison commune, érigés parfois en s'éloignant du judicieux projet conçu par les pères. Quell'atmosfera di novità, quell'ardente desiderio di costruire l'unità. Cette atmosphère de nouveauté, cet ardent désir de construire l'unité paraissent de plus en plus éteints. Nous, les enfants de ce rêve, nous sommes tentés de céder à nos égoïsmes en ayant en vue notre propre intérêt et en pensant construire des enclos particuliers. Tuttavia, sono convinto che la rassegnazione e la stanchezza non appartengono all'anima dell'Europa. Cependant, je suis convaincu que la résignation et la fatigue ne font pas partie de l'âme de l'Europe et qu'également les difficultés peuvent devenir des promotrices puissantes d'unité. Nel Parlamento europeo mi sono permesso di parlare di Europa nonna. Au Parlement européen, je me suis permis de parler d'une Europe grand-mère. Je disais aux eurodéputés qu'en bien des endroits grandissait l'impression générale d'une Europe fatiguée et vieillie, stérile et sans vitalité, où les grands idéaux qui ont inspiré l'Europe semblent avoir perdu leur force attractive. En Europe, une Europe en déclin qui semble avoir perdu sa capacité génératrice et créative. Une Europe tentée de vouloir assurer et dominer des espaces plutôt que de créer des processus d'inclusion et de transformation. Une Europe qui est en train de se retrancher au lieu de privilégier des actions qui promeuvent de nouveaux dynamismes dans la société. Des dynamismes capables d'impliquer et de mettre en mouvement tous les acteurs sociaux, groupes et personnes, dans la recherche de solutions nouvelles aux problèmes actuels, qui portent du fruit dans d'importants événements historiques. Une Europe qui, loin de protéger les espaces, devienne une mère génératrice de processus. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Que t'est-il arrivé, Europe humaniste, paladin des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté? Que t'est-il arrivé, Europe, terre de poètes, de philosophes, d'artistes, de musiciens, d'hommes de lettres? Que t'est-il arrivé, Europe, mère des peuples et de nations,
mère de grands hommes et de grandes femmes qui ont su défendre et donner leur vie pour la dignité de leurs frères. Lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, diceva che oggi è capitale. L'écrivain Elie Wiesel, survivant des camps d'extermination nazis, disait qu'il est capital aujourd'hui de réaliser une transfusion de mémoire. Il est nécessaire de faire mémoire, de prendre un peu de distance par rapport au présent, pour écouter la voix de nos ancêtres. Non seulement la mémoire nous permettra de ne pas commettre les mêmes erreurs du passé, mais aussi elle nous donnera accès à ces acquis qui ont aidé nos peuples à traverser avec un esprit positif les carrefours historiques qu'ils trouvaient marchands. La transfusion de la mémoire nous libère de cette tendance actuelle, souvent plus attrayante, de fabriquer en hâte sur les sables mouvants des résultats immédiats qui pourraient produire un gain. Politique facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine. A tal fine, ci farà bene evocare I padri fondatori. À cette fin, cela nous fera du bien d'évoquer les pères fondateurs de l'Europe. Ils ont su chercher des routes alternatives, innovatrices, dans un contexte marqué par les blessures de la guerre. Ils ont eu l'audace non seulement de rêver l'Europe, l'idée de l'Europe, mais ils ont osé transformer radicalement les modèles qui ne provoquaient que violence et destruction. Ils ont osé chercher des solutions multilatérales aux problèmes qui peu à peu devenaient communs. Robert Schuman, in quello che molti riconoscono come l'atto di nascita. Robert Schuman, dans ce que beaucoup reconnaissent comme l'acte de naissance de la première communauté européenne, a dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Proprio ora, in questo nostro mondo dilaniato e ferito. À présent, justement, dans notre monde divisé et blessé, il faut retourner à cette solidarité de fait, à la même générosité concrète qui a suivi le deuxième conflit mondial. Parce que, continuait Schuman, la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. I progetti dei padri fondatori, araldi della pace e profeti dell'avvenire, non sono superati. Ispirano. Les projets des pères fondateurs, héros de la paix et prophètes de l'avenir, ne sont pas dépassés. Ils inspirent aujourd'hui plus que jamais à construire des ponts et à abattre des murs. Ils semblent exprimer une invitation angoissée à ne pas se contenter de retouches cosmétiques ou de compromis bancals pour corriger quelques traités, mais à poser courageusement de nouvelles bases fortement enracinées. Comme l'affirmait Alcide de Gasperi, tous également animés par le souci du bien commun de nos patries européennes, de notre patrie l'Europe, recommencer sans peur un travail constructif qui exige tous nos efforts d'une coopération patiente et longue. Questa trasfusione della memoria ci permette di ispirarci al passato per affrontare con coraggio
il complesso quadro multipolare. Cette transfusion de la mémoire nous permet de nous inspirer du passé pour affronter avec courage le complexe cadre multipolaire actuel, en acceptant avec détermination le défi d'actualiser l'idée de l'Europe. Capace di dare alla luce un nuovo umanesimo basato. Une Europe capable de donner naissance à un nouvel humanisme fondé sur 3 capacités. La capacité d'intégrer, la capacité de dialoguer et la capacité de générer. Capacità di integrare. La capacité d'intégrer. Eric Srivara, nella sua magnifica opera L'idea d'Europa, Éric Prisvara, dans sa magnifique œuvre L'idée de l'Europe, nous invite à penser la ville comme un lieu de cohabitation entre diverses instances et divers niveaux. Il connaissait cette tendance réductionniste qui habite chaque tentative de penser et de rêver le tissu social. La beauté enracinée dans beaucoup de nos villes est due au fait qu'elles ont réussi à conserver dans le temps les différences d'époque, de nations, de styles et de visions. Il suffit de regarder l'inestimable patrimoine culturel de Rome pour confirmer encore une fois que la richesse et la valeur d'un peuple s'enracinent justement dans le fait de savoir articuler tous ces niveaux dans une saine cohabitation. Les réductionnismes et toutes les tentatives d'uniformisation, loin de générer des valeurs, condamnent nos peuples à une cruelle pauvreté, celle de l'exclusion. Et loin d'apporter grandeur, richesse et beauté, l'exclusion provoque la lâcheté, l'étroitesse et la brutalité. Loin de donner de la noblesse à l'esprit, il lui apporte la mesquinerie. Les racines de nos peuples, les racines de l'Europe, se sont consolidées au cours de son histoire, du fait qu'elle a appris à intégrer dans une synthèse toujours neuve les cultures les plus diverses et sans lien apparent entre elles. L'identità europea ed è sempre stata un'identità dinamica. L'identité européenne est et a toujours été une identité dynamique et multiculturelle. L'activité politique sait qu'elle a entre les mains une tâche fondamentale et urgente. Nous savons que le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Par conséquent, on devra toujours travailler pour élargir le regard, pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Nous sommes invités à promouvoir une intégration qui trouve dans la solidarité la manière de faire les choses, la manière de construire l'histoire. Une solidarité qui ne peut jamais se confondre avec l'aumône, mais comme la création d'opportunités pour que tous les habitants de nos villes et de tant d'autres villes puissent mener leur vie avec dignité. Le temps nous enseigne que la seule insertion géographique des personnes ne suffit pas, mais que le défi est celui d'une forte intégration culturelle. Ainsi, la communauté des peuples européens pourra vaincre la tentation de se replier sur des paradigmes unilatéraux et de s'aventurer dans des colonisations idéologiques. Elle redécouvrira plutôt la grandeur de l'âme européenne, née de la rencontre de civilisations et de peuples,
plus vaste que les frontières actuelles de l'Union et appelée à devenir un modèle de nouvelles synthèses et de dialogue. Le visage de l'Europe ne se distingue pas, en effet, par l'opposition aux autres, mais par le fait de porter imprimés les traits de diverses cultures et la beauté de vaincre les fermetures. Sans cette capacité d'intégration, les paroles prononcées par Konrad Adenauer dans le passé résonneront aujourd'hui comme une prophétie de l'avenir. L'avenir de l'Occident n'est pas tant menacé par la tension politique que par le danger de la massification, de l'uniformité de pensée et de sentiments. Bref, par tout le système de vie, de la fuite de responsabilité, avec l'unique préoccupation de son propre moi. La capacité de dialogue. S'il y a un mot que nous devons répéter jusqu'à nous en lasser, c'est bien celui-ci. Dialogue. Nous sommes invités à promouvoir une culture du dialogue en cherchant par tous les moyens à ouvrir des instances afin qu'il soit possible et que cela nous permette de reconstruire le tissu social. La culture du dialogue implique un apprentissage authentique, une ascèse qui nous aide à reconnaître l'autre comme un interlocuteur valable, qui nous permette de regarder l'étranger, le migrant, celui qui appartient à une autre culture, comme un sujet à écouter, considérer et apprécier. Il est urgent pour nous aujourd'hui d'impliquer tous les acteurs sociaux dans la promotion d'une culture qui privilégie le dialogue comme forme de rencontre, en promouvant la recherche de consensus et d'accord, mais sans la séparer de la préoccupation d'une société juste, capable de mémoire et sans exclusion. La paix sera durable dans la mesure où nous armons nos enfants des armes du dialogue, dans la mesure où nous leur enseignons le bon combat de la rencontre et de la négociation. Ainsi, nous pourrons leur laisser en héritage une culture qui sait définir des stratégies, non pas de mort, mais de vie, non pas d'exclusion, mais d'intégration. Cette culture du dialogue, qui devrait être insérée dans tous les cursus scolaires comme axe transversal des disciplines, aidera à inculquer aux jeunes générations une manière de résoudre les conflits différents de celle à laquelle nous nous habituons. Aujourd'hui, il est urgent de pouvoir réaliser des coalitions, non plus uniquement militaires ou économiques, mais culturelles, éducatives, philosophiques, religieuses. Des coalitions qui mettent en évidence que derrière beaucoup de conflits, le pouvoir de groupes économiques est souvent en jeu. Des coalitions capables de défendre le peuple de l'utilisation qu'on fait de lui à des fins impropres. Armons nos gens de la culture du dialogue et de la rencontre. La capacité de générer. Le dialogue et tout ce qu'il comporte nous rappelle que personne ne peut se contenter d'être spectateur ni simple observateur. Tous, du plus petit au plus grand, sont des acteurs de la construction d'une société intégrée et réconciliée. Cette culture est possible si nous participons tous à son élaboration et à sa construction.
La situation actuelle n'admet pas de simples observateurs des luttes d'autrui. Au contraire, c'est un appel fort à la responsabilité personnelle et sociale. En ce sens, nos jeunes ont un rôle prépondérant. Ils ne constituent pas l'avenir de nos peuples, mais ils sont le présent. Ils sont ceux qui, déjà par leurs rêves, par leur vie, sont en train de forger l'esprit européen. Nous ne pouvons pas penser l'avenir sans leur offrir une réelle participation comme agents de changement et de transformation. Nous ne pouvons pas imaginer l'Europe sans les rendre participants et protagonistes de ce rêve. Ho riflettuto su questo aspetto e mi sono chiesto come possiamo. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à cet aspect et je me suis demandé comment pouvons-nous faire participer nos jeunes à cette construction lorsque nous les privons de travail, de travaux dignes qui leur permettent de se développer grâce à leurs mains, grâce à leur intelligence et à leur énergie. Comment voulons-nous leur reconnaître la valeur de protagonistes lorsque les taux de chômage et de sous-emploi de millions de jeunes européens sont en augmentation? Comment éviter de perdre nos jeunes qui finissent par aller ailleurs à la recherche d'idéaux et de sens d'appartenance parce qu'ici, sur leur terre, nous ne savons pas leur offrir des opportunités et des valeurs. La giusta distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non è mera filantropia, è un dovere morale. La juste distribution des fruits de la terre et du travail humain n'est pas de la pure philanthropie, c'est un devoir moral. Si nous voulons penser nos sociétés d'une manière différente, nous avons besoin de créer des postes d'un travail digne et bien rémunéré, surtout pour nos jeunes. Cela demande la recherche de nouveaux modèles économiques plus inclusifs et équitables, non orientés vers le service d'un petit nombre, mais au bénéfice des gens et de la société. Et cela nous demande le passage d'une économie liquide à une économie sociale. Je pense par exemple à l'économie sociale de marché encouragée par mes prédécesseurs. Passer d'une économie qui vise aux revenus et aux profits sur la base de la spéculation et du prêt à intérêt à une économie sociale qui investit dans les personnes en créant des postes de travail et de la qualification. Nous devons passer d'une économie liquide qui tend à favoriser la corruption comme moyen pour obtenir des profits à une économie sociale qui garantit l'accès à la terre, au toit grâce au travail, comme milieu où les personnes et les communautés peuvent mettre en jeu plusieurs dimensions de la vie. La créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres, une attitude d'adoration. C'est pourquoi, dans la réalité sociale mondiale actuelle, au-delà des intérêts limités des entreprises et d'une rationalité économique discutable, il est nécessaire que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail pour tous. Se vogliamo mirare a un futuro che sia dignitoso, se vogliamo un futuro di pace per le nostre. Si nous voulons envisager un avenir qui soit digne, si nous voulons un avenir de paix pour nos sociétés, nous pourrons l'atteindre uniquement en misant sur la vraie inclusion, celle qui donne le travail digne, libre, créatif, participatif et solidaire. Ce passage d'une économie liquide à une économie sociale
non seulement donnera de nouvelles perspectives et opportunités concrètes d'intégration et d'inclusion, mais aussi nous ouvrira de nouveau la capacité de rêver de cet humanisme dont l'Europe a été le berceau et la source. La rinascita di un'Europa affaticata ma ancora ricca di energie e di potenzialità. L'Église peut et doit contribuer à la renaissance d'une Europe affaiblie, mais encore dotée d'énergie et de potentialité. Son devoir coïncide avec sa mission. L'annonce de l'Évangile qui, aujourd'hui plus que jamais, se traduit surtout par le fait d'aller à la rencontre des blessures de l'homme, en portant la présence forte et simple de Jésus, sa miséricorde consolante et encourageante. Dio desidera abitare tra gli uomini, ma può farlo solo attraverso uomini. Dieu désire habiter parmi les hommes, mais il ne peut le faire qu'à travers des hommes et des femmes qui, comme les grands évangélisateurs du continent, soient touchés par lui et vivent l'Évangile sans chercher autre chose. Seule une Église riche de témoins pourra redonner l'eau pure de l'Évangile aux racines de l'Europe. Il cammino dei cristiani verso la piena unità è un grande segno dei tempi. En cela, le chemin des chrétiens vers la pleine unité est un grand signe des temps, mais aussi l'exigence pressante de répondre à l'appel du Seigneur pour que tout soit un. Con la mente e con il cuore, con speranza e senza vane nostalgie, come un figlio che ritrova nella madre Europa le sue radici di vita. Avec l'esprit et avec le cœur, avec espérance et sans vaine nostalgie, comme un fils qui retrouve dans la mère Europe ses racines de vie et de foi, je rêve d'un nouvel humanisme européen, d'un chemin constant d'humanisation, requérant la mémoire, du courage, une utopie saine et humaine. Je rêve d'une Europe jeune, capable d'être encore mère, une mère qui est de la vie parce qu'elle respecte la vie et offre l'espérance de vie. Je rêve d'une Europe qui prend soin de l'enfant, qui secourt comme un frère le pauvre et celui qui arrive en recherche d'accueil parce qu'il n'a plus rien et demande un refuge. Je rêve d'une Europe qui écoute et valorise les personnes malades et âgées pour qu'elles ne soient pas réduites à des objets de rejet improductifs. Je rêve d'une Europe où être migrant ne soit pas un délit, mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans la dignité de l'être humain tout entier. Je rêve d'une Europe où les jeunes respirent l'air pur de l'honnêteté, aiment la beauté de la culture et d'une vie simple, non polluée par les besoins infinis du consumérisme. Où se marier et avoir des enfants sont une responsabilité et une grande joie, non un problème du fait du manque d'un travail suffisamment stable. Je rêve d'une Europe des familles, avec des politiques vraiment effectives, centrées sur les visages plus que sur les chiffres, sur les naissances d'enfants plus que sur l'augmentation des biens. Je rêve d'une Europe qui promeut et défend les droits de chacun sans oublier les devoirs envers tous. Je rêve d'une Europe dont on ne puisse pas dire que son engagement pour les droits humains a été sa dernière utopie. Merci. Voilà donc pour ce discours très attendu du Saint-Père en cette salle royale du Palais Apostolique après la remise du prix international Charlemagne.